Bonjour Evelyne. Bonjour. Luigi. Oui. Evelyne, vous êtes professeure en anthropologie génétique, c'est ça? Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ce métier? L'anthropologie, c'est l'étude de l'homme et génétique, c'est l'outil que j'utilise. Donc j'utilise la génétique pour étudier l'homme, son évolution sur le long terme ou aussi toute la diversité qu'on voit à l'heure actuelle. D'accord. Evelyne, pour vous, c'est quoi un être vivant? C'est la colle. Moi, je pense que, je suis de formation biologiste, donc pour moi, un être vivant, c'est un être qui se reproduit, quoi, que ce soit de la reproduction sexuée ou asexuée, mais c'est quelque chose qui va se reproduire et donc qui va avoir des descendants. Donc il y a la notion dans l'être vivant de reproduction et de descendance. D'accord. C'est quoi être vivant? Ah, alors dans ce cas-là, être vivant, je pense qu'il y a je dirais qu'il y a aussi de la perception. Enfin, pour un être humain, ça va être différent. Après, peut-être selon l'être humain, la plante, l'animal. Pour un être humain, être vivant, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est vivre. Bon, c'est nul. Non, c'est pas mal, être vivant, c'est vivre, oui, je suis d'accord. Non, mais c'est être capable de subvenir à ses besoins d'un point de vue matériel, et puis aussi avoir une conscience du monde. Mais il y a des êtres vivants qui sont par exemple dans le coma, pourtant ils sont quand même vivants, et ils n'ont pas conscience de leur monde, donc non, c'est compliqué comme question. Evelyne, j'ai aussi appris qu'il y avait quelque chose qu'on appelle les espèces. Une espèce, c'est quoi? C'est comme une famille? Moi, la vision qui me plaît le plus et qui me sert le plus dans mon métier, une espèce, c'est-à-dire des individus appartiennent à des espèces différentes si dans le milieu naturel, ils ne peuvent pas se croiser. D'accord. Bon, mais encore, il y a des limites, hein, parce qu'on sait... Ça veut dire se rencontrer. Avoir des descendants, se reproduire, avoir des descendants qui survivent. Mais c'est un peu difficile, parce que je crois bien que, par exemple, le coyote et le loup sont capables dans la nature, de temps en temps, d'avoir des descendants. Pourtant, c'est clairement deux espèces. Et une population par rapport à espèce? Ah ben non, alors là, une population, c'est plutôt des divisions à l'intérieur de l'espèce. D'accord. À l'intérieur de l'espèce, on a des groupes d'individus qui ont une forte probabilité de se reproduire entre eux, plus qu'avec des gens un peu plus loin. Par exemple, chez l'homme, grosso modo, une population, ça va être un village. Hein. Donc c'est l'ensemble des gens avec lesquels vous avez une forte probabilité de vous reproduire. Si on prenait toute la France comme population, ce ne serait pas très utile. On a plutôt envie d'aller à l'échelle du village pour mieux comprendre, voilà, une ville, pour comprendre les relations après entre les populations, vu que c'est ça qui va être intéressant. Moi, dans ma famille, j'ai des ancêtres. Mes ancêtres, ils ont eu aussi des ancêtres, puis encore des ancêtres, puis encore des ancêtres, etc. Pour le coup, ça fait comme une longue lignée un peu. À votre avis, ça commence quand, cette histoire-là? Ah, ça commence au début de l'arrivée de la vie sur Terre. On revient tous de cette espèce de cellules ou de molécules primordiales. Et après, on a eu des ramifications qui ont fait des espèces. Donc vous, on peut remonter, et on va remonter jusqu'à il y a environ 6 millions d'années. Et là, vos ancêtres, ce sera aussi les ancêtres des chimpanzés. D'accord. Si on remonte il y a 20 millions d'années, vos ancêtres, ce sera aussi les ancêtres de cet orang-outan dans la cage. Et si on remonte encore plus loin, de proche en proche, votre ancêtre, ça va être aussi l'ancêtre d'une vache, aussi l'ancêtre d'un poulet, etc. Ça veut dire que plus on remonte dans le temps, plus on a d'ancêtres en commun, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire plus on remonte dans le temps, plus on a des ancêtres communs avec des espèces éloignées. D'accord. Par exemple, donc avec un champignon, par exemple. Par exemple. Qu'est-ce que je pourrais trouver de trucs vraiment... Une petite bactérie. Une petite bactérie qu'on trouverait dans une mare, par exemple, ou un truc comme ça. Voilà, pour le coup, on a les mêmes ancêtres. Voilà. Sur les espèces dont on a parlé, il y en a donc beaucoup qui ont disparu. Est-ce qu'il y en a aussi qui apparaissent? Oui, les espèces apparaissent. Le problème, c'est que ça prend du temps. Moi, je travaille sur l'homme et sur les primates, ça prend du temps. Par exemple, pour faire une différence entre le chimpanzé et l'homme moderne, il faut 6 millions d'années. Donc, ça prend beaucoup de temps. Donc, on ne peut pas le voir en train de se faire. Donc, concrètement, si on pouvait résumer, une espèce, ça apparaît comment? De manière
sais pas comment dire, de manière ultra concrète? Alors ultra concrète, par exemple, on prend un groupe de gens, il y a 10 hommes, 10 femmes, et on se dit on va faire une nouvelle espèce, on prend 5 hommes, 5 femmes, on les envoie très loin sur une autre planète, ils restent séparés de ceux qui sont restés, et au fil du temps, ils vont chacun accumuler des différences du fait du hasard. Chacun, ils vont s'adapter à un environnement qui est différent, et au bout de plusieurs milliers d'années, plusieurs centaines de milliers d'années, ça fera des espèces. Ah, très bien. Qu'est-ce que nous, Homo sapiens, avons de particulier par rapport aux autres animaux? Alors, il y a toute une grande partie de notre évolution qui fonctionne exactement comme les autres animaux. Oui. Ce qu'on a de particulier, c'est qu'on a une capacité très forte à modifier l'environnement dans lequel après on vit. On transmet pas seulement biologiquement, mais qu'on transmet culturellement. Donc je vais plutôt me reproduire avec quelqu'un du même groupe, de la même culture. Et ce qui va définir mon groupe, c'est plutôt des choses culturelles. Donc ça entraîne des différences de population par la culture. D'accord. Voilà. Donc, et puis il y a d'autres choses aussi qui sont un peu plus spécifiques chez l'homme, c'est qu'on a ce qu'on appelle de la sélection sociale. C'est-à-dire que vous avez souvent dans beaucoup de sociétés, les hommes ou les femmes les plus riches se reproduisent le mieux. Ouais. Ils peuvent avoir plus d'enfants, leurs enfants ils peuvent mieux les élever. Je parle plutôt de culture traditionnelle. Et cette richesse, ils la transmettent à leurs descendants, qui eux-mêmes à leur tour donc, vont pouvoir avoir plus d'enfants, mieux les élever, etc. Donc ça fait comme si ces gens-là, grâce à cette transmission de la richesse, se retrouvent avantagés biologiquement, ils se reproduisent mieux. D'accord. Est-ce que les animaux, ça a une culture? Oui. Ça a une culture. Oui. Par exemple, cet orang-outan, on peut dire qu'il a une culture. Oui, tout à fait. Ça a été démontré surtout sur les chimpanzés. Ah oui. Il y a des travaux remarquables qui ont été la synthèse de tous les primatologues qui travaillent sur les chimpanzés. Et ils ont pu montrer que selon les populations, justement, il y avait des cultures, c'est-à-dire il y avait des traits culturels qui étaient différents. Par exemple, la manière de casser les noix, la manière de chasser les termites, la manière de faire ce qu'on appelle le grooming. Vous savez, l'épouillage. Ah, oui. Les primates passent beaucoup de temps à s'épouiller. La manière de le faire était différente d'une population à une autre et que c'était transmis d'une génération à la suivante. Et ça passe par la mère qui apprend ou le père qui apprend ou par imitation. Ou par imitation, oui. Et ça a même été montré chez des macaques japonais. Il y a une jeune macaque qui un jour s'est mise à laver dans l'eau de mer des pommes de terre qu'on lui donnait et après ça a diffusé dans toute la population. Ah oui. Donc réellement, ils se transmettent des choses... Voilà, donc réellement il y a de la culture et de la culture qui est transmise. Donc, voilà. On m'a dit que nous étions des animaux sociaux et on m'a aussi parlé des animaux qui sont eux sociaux comme la fourmi et l'abeille par exemple. Est-ce que vous pouvez un peu m'en parler de ça? Alors pour la définition exacte de eux sociaux, il faudra demander à quelqu'un d'autre. Joker. Oui, Joker. Donc on est un animal social. Un animal social. Ah, tout à fait. Oui. Ouais. De toute façon, l'homme, une des spécificités qu'on a par exemple par rapport au grand singe, c'est que le petit humain, il a besoin d'être élevé pendant 15 ans. Il faut attendre environ 15 ans avant qu'il puisse subvenir à ses besoins. Donc on a un petit qui est beaucoup plus fragile que dans les autres espèces. Chez le chimpanzé, ça va être seulement 4-5 ans. Ça, c'est la première chose. Mais d'un autre côté, l'avantage qu'on a, c'est que si la mère meurt dans notre espèce, les autres vont s'occuper du petit. Une question un peu philosophique, dirons-nous. Là, je suis pas bonne. Il y a vous, il y a moi, il y a plein de gens ici, il y a cet orang-outan, on ne sait pas où il est parti, etc. À votre avis, après, dans l'évolution du temps, qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qu'on va devenir et qu'est-ce qu'il va y avoir? Est-ce que vous pouvez l'imaginer? J'arrive pas bien à l'imaginer, non. J'ai vraiment beaucoup de mal à l'imaginer. La seule chose que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de mélanges de gens qui sont par exemple différents en termes de couleur de peau. Donc on va avoir de plus en plus de phénotypes différents. Oui. Ça fait des choses... J'ai un souvenir absolument extraordinaire d'avoir vu à San Francisco un Chinois noir. Ah oui. Et je me suis dit, waouh, mais ça va être... On va voir des phénotypes émerger complètement... toutes sortes de combinaisons, quoi. Donc on peut imaginer un Chinois blond, la peau noire,
avec des yeux c'est verts, génial. quoi. Voilà, ouais. Donc, ça, ce sont pour le coup des petites choses. Enfin, c'est plutôt du court terme. Des choses sur du très court terme. Ouais. Sur le très long terme, j'ai pas beaucoup d'idées. Oui. Puisque vous travaillez sur qu'est-ce qu'on est devenu depuis, par exemple, 1 million d'années, est-ce que vous pouvez, une seule seconde, même dans un espèce de rêve un peu fou, imaginer qu'est-ce qu'on sera dans 1 million d'années si on fait le moins 1 million, maintenant, plus 1 million. Bon, si on fait l'exercice, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'il y a eu comme grande tendance? On s'est gracilisé, effectivement. Ouais. Bon, voilà, l'évolution de l'homme c'est plutôt gracilisé. Bon, est-ce qu'on va devenir encore plus... Est-ce qu'on va devenir plus grand? Je ne sais même pas, parce que là, on vient juste de récupérer la taille qu'on avait il y a environ 10 000 ans. Ah oui. Donc, est-ce qu'on va beaucoup grandir? Peut-être, je ne sais pas. On va peut-être devenir plus fin, plus androgyne, plus fin. C'est-à-dire moins massif. Ouais, moins massif. Moins massif, c'est une tendance qu'on voit dans l'évolution. Mais c'est difficile à voir, parce que pour imaginer le futur, il faudrait savoir ce qui est sélectionné. Oui. Donc, qui reproduit le mieux ces gènes? Alors, est-ce que, par exemple, c'est les hommes qui sont les plus efféminés ou est-ce que c'est les hommes qui ont les mâchoires les plus carrées? Oui. Alors, il y a plein d'études qui sont très contradictoires, qui disent que c'est les hommes les plus hommes, quoi, voilà, genre, voilà, les héros, etc., avec les grosses mâchoires et tout, parce que ça plairait le plus aux femmes et ils se reproduiraient mieux. Il y en a d'autres, au contraire, qui disent que c'est plutôt les hommes un peu plus fins, donc... un peu de mal à... Oui, c'est ça. Donc un peu de mal à faire le scénario de science-fiction. D'accord. Oui, ça c'est pour la science-fiction. Ouais. Merci Evelyne. De rien.